Ouais, voilà, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue, à ce webinaire dédié à la question des cookies et du consentement, avec la question brûlante: «Comment garder son tracking et ses performances aujourd'hui?» Parce que comme vous le savez tous, la nouvelle réglementation oblige à avoir sur votre site web un CMP, donc ce fameux panneau de consentement, où les visiteurs peuvent accepter des cookies, les refuser, affiner leur choix et cetera. Sauf que derrière l'apparente simplicité de ces panneaux se cache en réalité une vraie complexité technique et juridique, de nombreux pièges, parfois lourds de conséquences. Il faut dire que, beaucoup d'entre nous n'avaient pas perçu immédiatement, l'impact considérable que ça pouvait avoir sur leur activité. Alors on a d'un côté, la perte de data, on va y revenir. Un CMP mal configuré, peut générer une forte chute de conversion Google Ads, une perte de vos tracking analytics. Ça va empêcher les algorithmes de fonctionner normalement. Du coup, ça va faire chuter la renta, des, campagnes SEA. Et puis on a de l'autre côté, le risque financier et juridique, si vous gérez pas correctement le consentement avec, les amendes de la CNIL qui peuvent être assez lourdes. En plus dans un environnement où la complexité est de plus en plus, importante, donc c'est un vrai casse-tête. Vous avez aussi le piège des CMP sur le marché qui ne respectent pas complètement la loi. Alors, on a l'impression qu'on on met une bannière et puis c'est bon. En fait, pas du tout. Et puis plus récemment, une menace, encore plus radicale, pour les annonceurs, Google qui annonce, la suspension des comptes qui ne respectent pas la législation. Donc même ceux qui avaient fait le choix de payer l'amende pour garder leur data, demain peuvent, avoir, un blackout total, côté Google et pourquoi pas chez d'autres, médias de ce type. Alors pour résoudre tous ces problèmes, éviter le pire et vous aider à retrouver vos performances, je reçois aujourd'hui Benoît Auberlet. Bonjour Benoît. Merci Bonjour d'être Jean-Charles, bonjour à merci tous. merci d'être avec nous. Donc tu es le fondateur et CEO de Sœur Data. Tu es aussi, membre actif, alors je parle sous ton contrôle, hein, et trésorier de l'IAB, où tu es en charge des affaires publiques, notamment des négociations avec la CNIL, c'est un vrai sujet aussi. Donc tu es au cœur du débat, au cœur du sujet. Alors est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer, l'histoire de Sœur Data? Bien sûr, avec plaisir. Sœur Data, c'est une société qui a 9 ans, historiquement spécialisée dans ce qu'on appelle l'adressabilité, donc la capacité à livrer des campagnes publicitaires ciblées. Et depuis 2017, Sœur Data a opéré un virage très important vers la privacy, vers la conformité réglementaire. Au début, pour ses propres besoins de prestataires technologiques publicitaires pour garantir à ses clients, les annonceurs, une conformité dans les données qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire du ciblage. Et depuis, eh bien, un virage vers la privacy tout court, puisque désormais nous accompagnons des éditeurs, des annonceurs, tous les propriétaires des sites Internet, justement dans le déploiement d'outils de conformité. La CMP est un excellent exemple de ce type d'outil. OK, super. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est justement comment je fais pour, savoir si je suis en règle? Est-ce que mon CMP, respecte la loi? Parce qu'il y a une complexité importante derrière le CMP. C'est pas juste un panneau, il faut qu'il y ait les bonnes connexions derrière. Alors, voilà, comment est-ce que vous procédez chez Sordata? Alors, c'est une vaste question. On Effectivement. n'a qu'une heure. C'est vrai que quand on choisit une CMP ou un bandeau cookie, on le fait pour une raison donnée. Parce qu'on a peur tout d'un coup peut-être de l'autorité de régulation locale, donc la CNIL en France. On a peur de perdre des partenaires parce que tout d'un coup, des gros partenaires comme Google exigent que le site soit en conformité, parce que tout simplement, on a envie d'être en conformité et on creuse vraiment la question. Et en fait, toutes ces raisons font que la manière dont on va déployer la CMP ne sera pas nécessairement euh, bien préparée. La, la CMP, c'est véritablement un outil de conformité en ce sens qu'elle va permettre d'expliquer des choses à un utilisateur, de lui expliquer qu'il a la possibilité de faire un choix et de mettre en œuvre derrière des outils qui vont permettre de respecter ce choix. La CMP, jusqu'à présent, ça a plutôt été des outils qui permettent d'expliquer à l'utilisateur ce qu'il fait, ce qui peut se passer et de lui laisser faire un choix. Mais derrière, ce choix n'est pas nécessairement transcrit par la CMP dans des actions concrètes sur le site. Clairement, hein, pour Mmh. expliquer le propos, c'est on dit à l'utilisateur qu'on veut utiliser des cookies, on lui laisse la possibilité de les accepter, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, les cookies sont déposés, même si l'utilisateur ne les accepte pas, voire les refuse. Donc, on se rend compte aujourd'hui que déployer une CMP, c'est plus simplement mettre un bandeau sur son site. C'est plus simplement choisir un script ou un prestataire tiers qui va permettre
d'afficher un joli bandeau, c'est aussi un ensemble de méthodes, un ensemble de scripts, un ensemble de choix qui va permettre de déclencher des tags ou au contraire de les retenir. Et alors c'est là que la complexité commence parce que souvent les critères d'éligibilité d'un message et d'un contrôle sont liés à la localisation de l'utilisateur. Si un utilisateur français se connecte à votre site, alors il va falloir lui demander son consentement pour recourir à des cookies. Si un utilisateur espagnol se connecte aussi, alors il va aussi falloir lui demander son consentement avant de déclencher des cookies. Si un utilisateur indien se connecte à votre site, alors vous n'avez pas besoin de lui demander spécifiquement un consentement avant de déclencher les cookies. Et je reviens sur le français et l'espagnol. Il y a des règles qui font que le consentement que vous allez recueillir va être valable en France, qui ne sont pas nécessairement les mêmes de celles qui sont valables en Espagne. Exemple, tout le monde le sait, aujourd'hui en France, il faut une grosse mécanique de refus dès le premier bandeau, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs. Donc la CMP, elle, va simplifier le process pour le client, pour l'éditeur, pour l'annonceur, pour le site internet qui va déployer l'outil, parce qu'elle va gérer justement cette localisation. Et en fonction de la CMP, donc je peux parler de SourceData puisque c'est celle que nous gérons. Donc SourceData, par exemple, va déterminer la localisation de l'utilisateur et va mettre en œuvre un certain nombre de garde-fous qui éviteront d'être en dehors des clous de la conformité. Typiquement, par exemple, eh bien, si l'utilisateur est français, automatiquement la CMP, et quel que soit le paramétrage qui a été choisi originellement par le client, la CMP va proposer une mécanique de refus en premier écran. Voilà. C'est ce qui va permettre de garantir, non pas une conformité réglementaire, mais une conformité, une validité du consentement qui va être recueilli. Voilà. Je voudrais juste, pardon, excuse-moi, je charge par longtemps, mais illustrer ce propos en disant, nous sommes un fabricant de voitures. Et nos homologues, nos cousins, nos confrères, également fabricants de CMP, sont des fabricants de voitures. C'est-à-dire que la voiture, vous l'achetez et après vous la conduisez. Charge à vous d'avoir passé le permis de conduire, de savoir qu'en France, sur l'autoroute, par exemple, la vitesse limite est à 130 km/h. Peut-être que dans d'autres pays voisins, en Europe, c'est pas la même limite. C'est à vous de le savoir et c'est à vous de ne pas dépasser la limite de vitesse. Eh bien, nous, la voiture que nous fabriquons, quoi qu'il arrive, repérera sur quelle route vous roulez et vous empêchera de dépasser la limite de vitesse. Voilà, c'est ça la promesse de valeur de SourceData, contrairement aux autres CMP, c'est l'offre de valeur unique de SourceData, quel que soit le paramétrage que vous choisissez. Si réglementairement, localement, un paramétrage plus restrictif doit être appliqué, la CMP le fera automatiquement. Ok, voilà. Ok, super. Alors effectivement, peut-être on peut restituer le contexte. Enfin, l'enjeu plutôt, c'est quand on respecte pas bien la loi, parce que c'est le problème. Parfois, certains découvrent que leur CMP ne respecte pas vraiment la règle. Combien on risque de payer en termes d'amende? Ça peut être très cher. Alors, l'amende peut atteindre 2 ou 4% du chiffre d'affaires mondial de la structure ou 10 à 20 millions d'euros. Le montant le plus élevé s'appliquant. Alors, pour les petites sociétés, c'est plutôt évidemment en millions d'euros que ça va s'appliquer. Rassurez-vous, on n'en est pas encore là. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pour la plupart des entreprises, le risque n'est pas un risque réglementaire, le risque n'est plus simplement un risque de contrôle par l'autorité de régulation. Il y a d'une part un risque réputationnel très fort à déployer des cookies à des utilisateurs qui n'ont pas dit oui, parce qu'aujourd'hui ils savent repérer ce type de mécanique, ils savent comment se prémunir, et ils savent aussi qu'il y a des associations de consommateurs très importantes, comme Noibi par exemple, est très influente et très active, qui risquent de faire du name and shame, comme on dit, donc de mettre en péril la construction de la marque. Et de l'autre côté, des acteurs, des partenaires, donc souvent des partenaires AdTech par exemple, qui vont eux-mêmes commencer à auditer les sites parce que eux ont un risque fort également, réputationnel et d'amende pour le coup, puisque c'est une société plus importante. Je pense par exemple à Google, qui va effectivement auditer les sites de ses clients et de ses partenaires pour dire attention, nous, on a besoin d'un consentement en Europe et donc en particulier en France. Si vous ne mettez pas en œuvre un certain nombre de prérequis, nous ne pourrons pas continuer à travailler ensemble. Donc, pour toutes les activités Ad Manager, AdSense, pour les éditeurs, pour toutes les activités Google Ads et évidemment Google Analytics, par exemple, il faut aujourd'hui recueillir un consentement.
OK. Et alors, est-ce qu'il y a un moyen, pour nos auditeurs, un moyen facile de vérifier si notre CMP, gère bien les cookies? Comment est-ce qu'on peut faire un petit audit, rapide pour Ouais. voir si, j'ai accepté les cookies ou j'ai refusé? Est-ce que, j'en ai? Heu, est-ce qu'il y a un Très petit facile. Très facile, il n'y a pas besoin de faire de contrôle. Il n'y a aucune CMP sur le marché, c'est techniquement impossible qu'une CMP puisse intercepter des tags en place pour les contrôler. mmh Hein, donc, aucune CMP, simplement déployée sur un site, ne va permettre d'atteindre la conformité. Il est nécessaire, en plus du déploiement de la CMP, de mettre en place ce qu'on appelle des conditionnements. Hein, donc, de dire, par exemple, si vous utilisez un tag manager, dans le tag manager, il est nécessaire d'ajouter un paramétrage pour chaque tag que vous voulez conditionner, en disant, celui-ci, je veux le déployer quand il y a un consentement, celui-ci, je veux le bloquer quand il n'y en a pas, celui-ci est exempté, par exemple. Hein. Il est nécessaire, en plus de la CMP, quelle qu'elle soit, ou en plus du bandeau, de conditionner les tags mh, ou les scripts de vos partenaires. mmh. Et alors après, il faut Il- aller, assez loin en fait, hein, parce que quand on a un site qui fait appel à des tas de modules, chacun de ces modules peut éventuellement appeler des scripts et ça, c'est quelque chose qui, quand on connaît pas le script, qui est compliqué. Comment on peut gérer ça, Parce que je crois que toi, tu fais un contrôle spécifique. Heu, Vous connaissez énormément de modules et vous allez analyser chaque module pour voir lequel appelle quel script, lequel il va falloir bloquer ou pas. Alors, exactement. La question, c'est qui fait quoi. Ça, c'est vraiment le point de départ. Si vous êtes le propriétaire d'un site Internet, vous avez un certain nombre de partenaires qui vont vous aider à réaliser des opérations qui sont qualifiées de strictement nécessaires et spécifiquement demandées par l'utilisateur, d'autres qui sont exemptées, je vais y revenir, et d'autres qui sont soumises au consentement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, et d'ailleurs, si je peux peut-être faire un petit retour en arrière, on confond souvent RGPD et consentement pour les cookies. Il faut savoir que Oui. le consentement pour les cookies ne trouve pas son origine dans le RGPD. Il n'y a pas de lien entre le RGPD et le consentement pour les cookies, à l'exception de la définition du consentement. Voilà. Mmh. Le cookie euh, est régi par ce qu'on appelle en Europe la directive e-privacy. La directive e-privacy a été transposée en droit national dans la plupart des pays européens. En France, elle a été transposée dans la loi informatique et liberté, article 82 pour être précis de la loi informatique et liberté. Cet article nous dit, avant tout accès dans le terminal de l'utilisateur, il faut déterminer si cet accès est nécessaire, techniquement nécessaire et strict pour répondre à quelque chose qui a été strictement demandé par l'utilisateur, ou à défaut, il faut un consentement préalable. C'est consentement ou strictement nécessaire. Alors, strictement nécessaire, c'est sans ce cookie, le site ne marcherait pas. Par exemple, un cookie de mémorisation d'articles qui serait mis dans un panier par l'utilisateur. Un cookie de mémorisation de la langue si le site est multilingue. Un cookie de mémorisation du serveur qui a servi la réponse quand on fait du load balancing, vous savez, de l'équilibrage de charge quand on a beaucoup de trafic, pour pouvoir se souvenir quel serveur va pouvoir continuer la session. Hein, c'est vraiment des activités qui sont qui permettent d'opérer le site et qui permettent à l'utilisateur d'avoir un confort de navigation et une fluidité de navigation. Ensuite, il y a un cas qui est spécifique, qui est le cas de la mesure d'audience. Elle n'est pas strictement nécessaire. Le site peut fonctionner sans la mesure d'audience. En revanche, la CNIL a créé une exemption pour les cookies de mesure d'audience à certaines conditions. Donc, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 5 solutions qui sont officiellement exemptées de consentement hein, quand elles ont recours à des cookies pour la mesure d'audience. Malheureusement, Google Analytics, avant que vous me posiez la question, n'en fait pas partie. Je pense qu'on pourra revenir sur ce Ouais, point spécifique. effectivement. Hein, donc, typiquement, les cookies Google Analytics n'étant pas exemptés de consentement, si vous utilisez une version classique de Google Analytics, il faut conditionner les appels puisque il y a des cookies qui vont être déposés. Le fait que les cookies soient qualifiés de cookies tiers déposés sur le domaine d'un tiers ou qualifiés de cookies first party, c'est-à-dire déposés sur le domaine du propriétaire du site, ne change rien. Il faut un consentement pour ces cookies. Voilà. Et ensuite, il y a tous les autres cookies. Tous les autres cookies, notamment les cookies publicitaires, par exemple. Et en général, si vous vous posez la question, c'est que le cookie n'est pas exempté. Il n'y a aucun cookie publicitaire, il n'y a aucun cookie de personnalisation au sens large qui peut
aujourd'hui bénéficier d'une exemption. D'accord? Donc, souvenez-vous que la plupart du temps, il faut un consentement pour les cookies. À partir de là, si vous avez un partenaire de rang, ce qu'on appelle de rang 1, donc c'est un script que vous mettez sur votre page, qui correspond à une de ces activités non exemptées, évidemment, il faut le conditionner. Si ce partenaire appelle également d'autres partenaires, eh bien, il faut s'intéresser à ces partenaires qui sont appelés. Si l'un d'entre eux a recours à des cookies qui ne sont pas exemptés, alors il faut conditionner le partenaire de premier niveau parce que c'est lui qui appelle le partenaire de second niveau. Donc, c'est malheureusement en conditionnant le premier niveau qu'on va pouvoir conditionner le second niveau. Hein, donc, la plupart du temps, il faut effectivement eh bien, mettre en place des critères qui font que si l'utilisateur a dit oui, vous pouvez appeler ces partenaires et cette chaîne de partenaires, et parfois ils ont dit non, donc vous ne pouvez pas les appeler. Il y a une exception, hein, on pourra en reparler, j'imagine aussi, c'est le fameux Transparency Consent Framework géré par l'IAB Europe et un certain nombre d'acteurs qui sont capables aujourd'hui de recevoir des signaux de consentement et d'agir en conséquence. Ouais, effectivement. Alors, on va reparler juste après dans l'idée de comment maximiser son taux de consentement, parce que du coup, ça va être la seconde étape. Une fois que je suis en règle, comment je fais dans l'épaisseur du trait pour maximiser mon consentement et perdre le moins de data possible. Juste avant de passer à ce sujet-là, je vois une petite question alors assez technique sur tout ça. Si l'internaute refuse le consentement, comment paramétrer l'API Facebook pour remonter uniquement les conversions et respecter les recos CNIL? Et même question pour Analytics 4, puisque tu évoquais Analytics. Alors là, c'est des questions C'est pointu. plus que techniques. Donc, je disais tout à l'heure, le cookie, c'est pas RGPD. Le cookie, c'est loi informatique et liberté, article 82. Soit on a besoin d'un consentement, soit on n'a pas besoin de consentement. D'accord? Soit il n'y a pas d'accès au terminal. Et donc là, on parle même pas de cette directive e-privacy. À côté de ça, il y a des tags qui sont appelés, donc avec ou sans cookie, hein, peu importe. Et certains de ces tags peuvent impliquer un traitement de données personnelles. Et parce que le cookie, que ce soit des données personnelles ou non, on s'en fiche, ça n'a pas d'impact. Hein, d'accord? C'est véritablement l'accès au terminal qui doit, s'il existe, bénéficier ou non d'un consentement. Mais après l'utilisation de ce cookie, il y a des informations qui sont envoyées. Certaines de ces informations peuvent être indirectement ou directement identifiantes, auquel cas, là, c'est soumis au RGPD. Si les informations envoyées ne sont pas directement ou indirectement identifiantes, alors ça n'est pas soumis au RGPD. Donc la question de ces partenaires qui vont pouvoir opérer des traitements, il y en a plusieurs. Premièrement, est-ce que ce partenaire utilise des cookies? Si c'est oui, je le disais tout à l'heure, il y a peu de questions à se poser, surtout pour tout ce qui concerne la publicité, il n'y a pas d'exemption possible. Donc s'il y a un cookie, s'il y a une technique alternative au cookie, hein, donc souvenez-vous que le local storage, c'est Sun Storage. Souvenez-vous que le fingerprinting actif, qui suppose l'analyse d'empreintes hein, du terminal, donc par exemple l'analyse des ce qu'on appelle des polices d'écran, la taille d'écran, etc., tout ce qui va permettre d'uniciser au maximum le terminal en impliquant un accès à ce dernier, tout ça va nécessiter un consentement. Voilà. Donc si vos partenaires en utilisent, souvenez-vous, attention, red flag, consentement. Ensuite, est-ce que ce partenaire traite des données personnelles? La plupart du temps, la réponse est oui. Donc là, attention, c'est soumis au RGPD. Il faut, quand on traite des données personnelles en Europe, souvenez-vous, ce qu'on appelle une base légale et que cette base légale soit valide. Les bases légales de traitement, il y en a 6, mais dans nos métiers, on a en général recours à 3 bases légales possibles. Le consentement, l'intérêt légitime et le contrat. Quand un utilisateur, par exemple, crée un compte quelque part, en général, les données personnelles qui vont être collectées et traitées, à commencer par être stockées, par exemple, eh bien, le traitement va s'appuyer sur le contrat. Hein, l'utilisateur accepte les CGV quand il crée son compte. Les activités publicitaires, en général, vont s'appuyer sur le consentement. Hein, et quand on donne son consentement, par exemple, à de la publicité ciblée, on donne en même temps son consentement pour les cookies et en même temps son consentement pour les traitements de données personnelles. Il y a bien un double consentement en une action. Mais parfois, il y a des traitements de données personnelles qui sont basés sur l'intérêt légitime, soit du propriétaire du site, soit de ses partenaires, ou parfois les deux, quand on parle de responsable conjoint de traitement.
Alors, la différence entre les deux, qu'est-ce que c'est? C'est le consentement, on ne peut rien faire tant que l'utilisateur n'a pas dit oui. Donc, on bloque les scripts et on les débloque une fois qu'il a dit oui, ou on les débloque au chargement de la page si on sait qu'il a déjà dit oui. L'intérêt légitime, c'est l'inverse. On lui explique ce qu'on veut faire. Il y a des obligations de transparence qui sont assez fortes et on peut déclencher immédiatement les tags des partenaires jusqu'à ce que l'utilisateur dise stop. Parce qu'on lui offre, bien sûr, la possibilité de s'opposer au traitement, conformément au RGPD. Et s'il dit stop, on arrête. Donc, un modèle où on fait rien tant qu'il n'a pas dit oui, un modèle où on peut faire tant qu'il n'a pas dit stop. Oui, alors ça, c'est vraiment c'est une des astuces d'ailleurs, le fameux continuer sans accepter, où tu arrives à. Alors, c'est pas une astuce. Il faut savoir que l'intérêt légitime est une base légale au même titre que le consentement. Il n'y a pas une meilleure base légale que l'autre. Il y a des traitements et la nécessité pour chaque traitement, par le responsable de traitement, de déterminer quelle est la base légale la plus appropriée. Quand on décide de s'appuyer sur un intérêt légitime, il y a un certain nombre de prérequis importants qui doivent être mis en œuvre, notamment, par exemple, faire une étude d'impact, bien vérifier que les traitements qu'on va mettre en œuvre n'outrepassent pas les droits fondamentaux de la personne, par exemple. Ou si vous préférez, on peut garder en tête que l'intérêt légitime peut être invoqué lorsque on est à peu près certain que les attentes raisonnables de l'utilisateur et sa compréhension font qu'il est au courant du traitement. Voilà, c'est ça l'idée principale. Et encore, il faut lui garantir évidemment ce droit d'opposition renforcé. Donc, le consentement pour les cookies, le consentement pour les traitements de données personnelles, qui sont bien deux consentements différents, et la gestion de cet intérêt légitime, tout ça va pouvoir être opéré dans la CMP, justement. Dans la Consent Management Platform. Donc, les obligations de transparence, les obligations d'information, qui fait quoi, et le contrôle qu'on offre à l'utilisateur. Et derrière, la CMP va exposer ce qu'on appelle des API, des signaux de choix, pour que chaque entité, chaque partenaire et le propriétaire du site puissent savoir ce qu'a dit l'internaute. Ce qu'a dit l'internaute, eh bien, c'est ce qu'il exprime quand il clique sur ce qu'on appelle un call to action ou un bouton de la CMP. Donc là, tu as parlé, Jean-Charles, du bouton continuer sans accepter. Il y en a d'autres. Il y a le bouton j'accepte, évidemment, j'accepte tout. Il y a le bouton sauver. Donc ça, c'est ce qui permet de faire un choix granulaire en deuxième écran. Finalité par finalité, l'utilisateur va pouvoir dire ce qu'il accepte, ce qu'il refuse et sauver après. Et il y a le tout refuser. Et il y a également parfois une croix de fermeture ou d'autres mécaniques. Je reviens là-dessus. Donc, ce que nous dit la CNIL aujourd'hui, vous le savez tous, depuis le 17 septembre, avec ses lignes directrices sur les traceurs et sa recommandation qui les accompagne sur les traceurs, ce que nous dit la CNIL, elle a clarifié la nécessité de recueillir un consentement et quels sont les critères de validité d'un consentement pour les cookies. Donc, elle ne s'est absolument pas exprimée pour ce qui concerne le RGPD. Elle n'a fait que émettre des lignes directrices et une recommandation cookie pour cette fameuse directive e-privacy transposée en loi informatique et liberté, article 82. Donc, elle nous a dit, grosso modo, l'utilisateur donc doit pouvoir donner librement son consentement de manière éclairée. Donc, le fait que ce soit libre, c'est qu'il faut qu'il puisse refuser. Le fait que ce soit éclairé, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations qui doivent lui être communiquées en amont de son choix. Donc, par exemple, les finalités des traceurs et qui va les déposer. Donc, la liste des partenaires, qui peut être accessible via un lien, mais qui doit être accessible avant le choix de l'utilisateur. Donc, si vous logez, par exemple, une liste de destinataires en deuxième écran et que l'utilisateur fait un choix en premier écran, le consentement n'est pas valide. Donc, il y a un certain nombre d'informations à donner à l'utilisateur et après ça, l'utilisateur va avoir une action. S'il dit « oui, j'accepte tout », alors là, c'est facile. Il a consenti pour les cookies, il a consenti pour les traitements de données personnelles qui lui ont été divulgués et il ne s'est pas opposé au traitement de données personnelles basé sur l'intérêt légitime. Si il clique sur « tout refuser », alors chez nous, on considère qu'on lui offre la possibilité, via cette action, de ne pas consentir au dépôt de cookies, de ne pas consentir au traitement de données personnelles, et en même temps de s'opposer au traitement basé sur l'intérêt légitime. Mais si par contre, il clique sur un autre call to action qu'on appelle communément le continuer sans accepter,
ou autre mécanique qui lui permet de signifier à la CMP et au propriétaire du site qu'il souhaite continuer à surfer sans donner son consentement et ne plus être, vous savez, continuellement dérangé sur chaque page durant au moins la durée de sa session. Ce call to action-là, le continuer sans accepter, ne veut dire qu'une seule chose, il refuse de donner son consentement. Donc, continuer sans accepter, en tant qu'utilisateur, je dis, je refuse de donner mon consentement pour les cookies, je ne donne pas mon consentement pour les traitements de données personnelles basés sur le consentement, et je veux surfer tranquillement, donc je ne veux plus que vous me posiez la question sur les pages suivantes. Voilà. C'est ça que je dis en tant qu'utilisateur. Donc, en cliquant là-dessus, je ne m'oppose pas au traitement de données personnelles. Voilà, tout ça pour revenir, sur le cas donc de Facebook, etc. Et plus généralement, donc la question finalement des API de tracking, on veut, et moi j'ai envie de dire, d'ajouter à titre personnel, on veut légitimement pouvoir traquer les conversions des campagnes de publicité qu'on fait, quelles qu'elles soient. Eh bien aujourd'hui, différentes solutions s'offrent à nous. Les outils de mesure traditionnels, d'attribution traditionnelle, basés sur les cookies, quand l'utilisateur dit oui. Grosso modo, encore à peu près 70% des utilisateurs acceptent ces cookies et ces traitements. Donc, ça marche plutôt bien. Mais ça, c'est le taux officiel, ça. C'est le taux officiel, moyen, voilà. Mais ça permet aux auditeurs de situer un petit peu. Voilà, c'est à peu près 70%. Ça fait quand même déjà 30% qui refusent. Hein. C'est beaucoup et on dit souvent, nous, on perd 1% par semaine qui passe. Hein, donc, c'est plus tout à fait exact, mais il y a quand même un phénomène important d'apprentissage de la part des utilisateurs que je vais essayer de résumer ainsi. Plus vous posez la question à l'utilisateur, plus vous lui affichez ce bandeau, moins il dira oui. Voilà. Donc, on était à 70% il y a encore quelques semaines, mais au fur et à mesure que les utilisateurs voient ces bandeaux fleurir, ils apprennent à dire non, parce qu'ils apprennent en fait à comprendre une chose simple, hein, c'est que à de très rares exceptions près, quand il dit non, ça change rien. C'est-à-dire qu'il y a quelques sites aujourd'hui qui ont déployé des paywalls, vous savez, ou des cookie walls, qui refusent l'accès à l'utilisateur tout court ou qui refusent l'accès gratuit à l'utilisateur au site. Mais ils sont pas nombreux, c'est réservé à quelques sites médias. Et je pense que la plupart des marchands ne mettront pas en œuvre ce type de dispositif, puisque la fonctionnalité première d'un site marchand, c'est de vendre et non pas de déposer des cookies. Donc, ce sera toujours un arbitrage, mais il est fort probable que ce type de dispositif qui oblige l'utilisateur à consentir, qui reste des dispositifs dangereux en termes de conformité, à manipuler avec précaution, ne soit pas déployé sur un site marchand, par exemple. Donc là, effectivement, on entre dans le deuxième cas de figure, j'ai 30% des utilisateurs qui refusent, qu'est-ce que je fais? Alors là, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Les plus immédiates, c'est tout ce qui va concerner, par exemple, le tracking de session au travers de variables qu'on va ajouter dans les URL elles-mêmes, qui vont pouvoir être récupérées de page en page et poussées de page en page. Dans ces variables, si par exemple vous avez un click ID ou une origine ID, etc., mais qu'il n'y a pas de données personnelles, d'identifiant utilisateur dedans, par exemple, eh bien, il est fort probable que le partenaire que vous utilisiez dans cette configuration-là ne traite pas de données personnelles. Pas de traitement de données personnelles. On est hors du scope du RGPD, donc on est face à des traitements tout court qui n'impliquent pas nécessairement de base légale, donc ni consentement ni intérêt légitime. Dans d'autres cas où on souhaite mémoriser un petit peu cette origine et ne plus traquer uniquement dans la session, mais avec un certain effet différé. Vous savez, l'utilisateur qui revient quelques jours plus tard et qui va alors convertir. En général, à ce moment-là, le partenaire qui permet de traquer ça traite des données personnelles. On a toujours quelque part un identifiant qui se promène, soit un identifiant logué quand c'est une grande plateforme et que l'utilisateur a un compte là-bas. On parlait de Facebook, par exemple, ou dans certains cas Google, soit des traitements qui vont, par exemple, s'appuyer sur l'adresse IP de l'utilisateur. Je rappelle que on n'a pas besoin encore aujourd'hui nécessairement d'un consentement pour traiter l'adresse IP. Elle n'est pas un traceur au sens des lignes directrices et de la recommandation traceur, justement, puisqu'elle n'implique pas un accès au terminal, cette adresse IP. Donc, c'est une donnée personnelle. Il faut une base légale au titre du RGPD, mais cette base légale peut être le consentement, comme elle peut être l'intérêt légitime ou le contrat, par exemple. Donc, voilà, un certain nombre de traitements vont s'appuyer sur ce type de données qui sont des données personnelles, auquel cas il faudra une base légale.
Ça peut être l'intérêt Ok. légitime, il faut le mettre en œuvre dans la CMP. Alors, ouais, pour pas avancer trop vite dans notre plan, je voudrais revenir juste un petit peu, en amont, parce que là, tu es en train de traiter du consentless, on va y revenir. Juste avant, la question importante, c'est comment je fais, du coup, pour maximiser mon taux de consentement? Donc, tu as un peu répondu à la question. Donc, l'idée, c'est, éviter de reposer trop souvent de questions, éviter le mode rip-hop. Donc, je crois que là aussi, ça fait partie des choses que vous mettez en place, justement. Peut-être tu pourras en redire un petit mot. Et il y a un autre point que je voulais voir avec toi, c'est le framework justement que tu évoquais, qui permet, alors ça je trouve ça vraiment intéressant, donc un utilisateur qui aurait déjà fait un choix de consentement, quel qu'il soit, sur un site du réseau, donc il y a des centaines de partenaires de ce réseau, qui arrivent euh, sur le site du client par exemple, du coup on ne lui redemande pas son choix. Il a déjà consenti par exemple, eh bien le consentement est conservé. Donc à nouveau on évite de repoper. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Je peux dire même plus qu'un mot. Alors pour commencer, effectivement, quand on parle de maximisation du taux de consentement, il faut garder en tête que un certain nombre d'autorités de régulation en Europe et un certain nombre d'associations de consommateurs NOIBI en tête traquent ce qu'on appelle les dark patterns. C'est toujours délicat de parler de maximisation du taux de consentement sans aborder ce sujet, parce que c'est vrai que souvent, quand on cherche à maximiser son taux de consentement, on va un petit peu trop loin. Et par exemple, la mécanique de refus n'est pas vraiment visible, ce genre de choses, ou plus vraiment visible parce qu'on est allé trop loin. Par exemple, parce qu'on utilise un outil qui, au lieu de dire je souhaite utiliser des cookies pour la publicité, l'outil dit cookie, c'est nous les cookies, on est sympa, on voudrait vous accompagner pendant votre navigation. Là, le consentement qui est recueilli n'est absolument pas valable pour une quelconque finalité publicitaire puisqu'elle n'est pas expliquée. Donc, en maximisant, en cherchant trop à maximiser le consentement, souvent on tombe dans une logique où le consentement n'est plus valide, puisqu'il n'est soit plus éclairé, soit plus spécifique, par exemple, soit plus librement donné, dans le cas extrême du maximisation du taux de consentement, qu'est le cookie wall. Donc, ce qu'on dit souvent, nous, chez Serdata, c'est la première et la meilleure méthode pour maximiser son consentement, c'est de garder son consentement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, on évite de le perdre inutilement. Parce que un consentement, c'est chèrement acquis, et on n'a pas envie de. Enfin, c'est le perdre, c'est baisser son taux de consentement, et c'est très difficile de le regagner. Alors, pour minimiser la question posée, ou en tout cas minimiser le risque de perdre un consentement existant quand la question est posée, on a mis en œuvre chez Serdata un certain nombre de fonctionnalités qui sont d'ailleurs encore uniques au monde. C'est intéressant de voir qu'on est un petit peu à la pointe, c'est un peu un labo sur ce type de questions, mais tu en as cité certaines, donc le mode RIPOP par exemple, et le consent framework. Alors, le mode RIPOP pour commencer. Quand vous souhaitez mettre en œuvre différents traceurs opérés par différents partenaires sur un site, eh bien, on en parlait tout à l'heure, c'est un des critères de validité, vous expliquez qui va déposer des cookies, sur leur domaine ou sur le vôtre, peu importe, c'est la même chose. Donc, cette fameuse liste des destinataires. Vous expliquez que vous travaillez avec 3 partenaires. L'utilisateur consent. 3 semaines plus tard, cet utilisateur revient, et là, vous avez un nouveau partenaire, un 4e. Les CMP du marché aujourd'hui, toutes sans exception, vont de nouveau afficher le message. Alors, soit ne pas afficher le message, mais ce nouveau partenaire n'aura jamais de consentement, soit rafficher le message, mais en exposant le consentement existant. C'est-à-dire que on va reposer la question à l'utilisateur, soit il dit oui, et donc les 4 partenaires, dont les 3 qui avaient déjà dit oui, eh bien, bénéficient d'un consentement, soit l'utilisateur dit non, et ni le nouveau ne peut se prévaloir d'un consentement, ni les anciens qui l'ont perdu. Voilà. Ouais, Donc, super. c'est ajouter un partenaire aujourd'hui dans une liste de partenaires, c'est assez dangereux puisque, eh bien, les internautes qui vont dire oui implique que des internautes vont dire non, et en général, c'est là qu'on constate qu'effectivement, de moins en moins d'internautes disent oui, et donc on perd des consentements existés. Ça coûte cher de recueillir le consentement pour un nouveau partenaire. Ce qu'on a inventé chez Serdata, c'est tout bête, c'est ce qu'on appelle appliquer ses choix. L'utilisateur a déjà dit oui il y a 3 semaines à la publicité ciblée. Il a déjà dit oui, est-ce que je puisse faire de la mesure d'audience et d'attribution, et il a dit oui, et
la liste des partenaires à l'époque, c'était 3 partenaires. Eh bien, quand il revient quelques semaines plus tard et que j'ai un 4e partenaire, le message que la CMP va lui afficher, c'est pas voilà ce qu'on fait, est-ce que tu es d'accord? Le message que va lui afficher la CMP, c'est vous avez déjà dit oui pour telle finalité, telle finalité, telle finalité, et pour tel partenaire. Ce qu'on vous propose, c'est d'appliquer ce choix que vous avez déjà fait à ce nouveau partenaire. Si c'est oui, eh bien, ce nouveau partenaire hérite des choix déjà faits, consentement, opposition, non-opposition, etc. Soit l'utilisateur dit non, et ce nouveau partenaire ne peut ni mettre en œuvre des traitements basés sur le consentement, ni mettre en œuvre des traitements basés sur l'intérêt légitime. En revanche, le consentement existant ne disparaît pas. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le mode appliquer ses choix. Ça permet quand même de pouvoir ajouter un nouveau partenaire dans son outil de conformité sans risquer de perdre l'existant. Ou si vous préférez, ça peut laisser une petite chance à des petites startups françaises d'émerger et d'exister parce que le fait de pouvoir les discloser dans votre CMP ne mettra plus en jeu le consentement que vous avez déjà recueilli pour Google qui vous est indispensable. Voilà, c'est clairement ça. Le risque à terme, c'était ça, c'était une disparition involontaire de la concurrence et de la liberté d'entreprendre parce qu'on n'aurait plus pu afficher un nouveau partenaire, une nouvelle petite PME locale. Le deuxième élément dont a parlé Jean-Charles, c'est effectivement ce qu'on appelle le consent framework. Donc là, c'est relatif à la portée du consentement. Quand je suis sur un site, on me propose voilà, de donner mon consentement. Ce consentement sera valable pour un certain nombre de destinataires, de partenaires, Google, Sarbata, etc. Et puis, on peut m'expliquer que ce consentement aura une portée donnée. Donc, par exemple, une portée limitée au site, une portée limitée au compte, mais multi-device. Donc, si par exemple la personne est loguée, bien le consentement qu'elle va donner sera valable sur son ordinateur, sur son téléphone, sur sa tablette par exemple, et elle n'aura pas besoin de le redonner sur chaque device. Elle l'aura donné, elle aura fait un choix et ce choix sera valable partout, consentement ou non consentement d'ailleurs. Ça peut être valable sur un certain nombre de sites appartenant à une même entité. Hein, vous savez, vous avez des groupes de presse par exemple, ou des marchands qui ont plusieurs sites. Eh bien, on peut imaginer que dans la CMP, on explique que le consentement ou le choix qui est fait ici va être valable ailleurs. D'accord? Eh bien, c'est ce que nous gérons, mais à une plus grande échelle encore, puisqu'on parle d'une coopérative de choix, où la portée du choix est valable actuellement sur à peu près 4000 sites. C'est-à-dire que si un utilisateur arrive sur un des sites, on lui explique donc les traitements qui vont être faits, et où est-ce que ce sera valide? Au travers d'une deuxième liste, non plus de destinataires qui pourront déposer des cookies, mais une deuxième liste des sites où seront valables le choix, justement. Ça s'appelle le consentframework.com. C'est automatisé. C'est bien sûr conforme. Il n'y a pas d'entourloupe là-dessus. Et on a pris soin de le vérifier durant des discussions avec la CNIL et notamment au niveau associatif. Donc, il n'y a pas d'entourloupe là-dessus. On pense que c'est conforme notamment parce que c'est pas une coopérative de consentement. Souvent, les gens, quand ils parlent de notre solution, parlent d'une coopérative de consentement. Il n'est pas question d'une coopérative de consentement. Il est question d'une coopérative de choix. C'est-à-dire que, quelle que soit la réponse de l'utilisateur sur le site en question, son choix sera valable partout sur les 4000 sites. Pas uniquement son consentement. Donc, si je dis oui sur un site et que je surfe sur un second site du réseau, je ne reverrai pas ce message puisque j'ai déjà donné mon consentement et ce consentement est valable sur ce deuxième site. Mais si j'ai dit non et que je surfe sur ce deuxième site, je ne verrai pas non plus ce message et pourtant les cookies ne seront pas déposés. Parce que mon non-consentement aussi sera valable sur ce réseau. Si je dis oui sur un site A et si le lendemain je dis non, je retire mon consentement sur le site B, automatiquement, ce retrait de consentement est instantanément diffusé sur tout le réseau. Par contre, tu peux repoper, là, pour le coup, dans l'espoir de lui faire dire oui. C'est un petit peu le but. Quand il a dit oui, on le laisse tranquille. Quand il dit non, on va repoper pour essayer d'obtenir un oui. On peut bien sûr, et ça, c'est valable, que la portée du consentement soit limitée à un site ou que la portée du consentement soit plus globale sur un certain nombre de sites, en l'occurrence 4000.
On peut évidemment reposer la question à intervalles de temps réguliers. Et on peut effectivement, en toute légalité, avoir une temporalité différente dans la manière de reposer la question en fonction de son choix initial. On peut dire par exemple, s'il a dit oui, je reposerai la question dans 6 mois, pour qu'il se souvienne, je lui réexpliquerai qu'il a donné son consentement et je lui donnerai la possibilité de le refuser de manière simple, aussi simplement que quand il a donné son consentement. Mais s'il a dit non, je vais lui reposer la question, allez, à partir de demain, par exemple. Voilà, ça, c'est tout à fait possible et conforme, il n'y a pas de problématique là-dessus. Donc, si vous voulez, ce consent framework ne vise pas à pouvoir poser plus la question, au contraire, il vise à ce qu'on lui pose moins la question, puisque imaginons que cet internaute surfe sur 4000 sites, si chacun travaillait indépendamment, eh bien, la question lui serait posée sur chaque site. Et comme, souvenez-vous, la clé du consentement, c'est que moins on lui pose la question, moins il refuse, eh bien, en minimisant la fréquence finalement de cette question, on arrive à maintenir des taux de consentement satisfaisants. Mais il ne s'agit pas de piéger l'utilisateur. Il s'agit juste de jouer sur une mécanique simple qui nous prémunit contre quelque chose d'assez humain, qui est que l'utilisateur ne dit pas non parce qu'il est contre les cookies, il dit non parce qu'il en a marre qu'on lui pose la question. C'est tout simplement ça. Donc, c'est ça qui est paradoxal, c'est que les utilisateurs commencent à refuser uniquement parce qu'on leur pose la question et que ça les embête. Voilà. Ok, parfait. Donc voilà, on a un certain nombre d'astuces déjà pour limiter les frottements et maximiser son taux de consentement. Alors maintenant, si jamais, malgré tout ça, le consentement n'est pas donné, donc on est dans le mode sans consentement, consentless, quelles sont les infos qu'on peut légalement transmettre, notamment à Google ou à d'autres leviers SEA? Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc il y a les informations de trafic, notamment l'adresse IP, qui n'est pas RGPD, enfin qui n'est pas nominative. On a aussi, tu l'évoquais tout à l'heure. Non, l'adresse IP est bien une donnée personnelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. La jurisprudence française est claire, la jurisprudence européenne est claire. Donc, si tu leur transmets l'adresse IP et s'ils la traitent, quel que soit le traitement d'ailleurs, il faut une base légale. Je rappelle d'ailleurs, parce qu'on me le dit souvent, non, mais nous, on reçoit l'adresse IP et puis on l'anonymise. Et on la tronque, par exemple, et on la stocke, mais seulement les premiers octets. Le fait de tronquer cette adresse IP, c'est un traitement de données personnelles. D'accord? Collecter une donnée, traiter une donnée pour la transformer, stocker une donnée, ou même simplement supprimer une donnée, tout ça constitue des traitements de données personnelles. Donc, supprimer une adresse IP, c'est traiter une donnée personnelle, il faut une base légale. Voilà. Donc, parce que Google nous dit aujourd'hui, vous pouvez transmettre un certain nombre d'informations, même sans consentement. On a l'adresse IP, le référeur, qui est une information intéressante en SEO, et un certain nombre d'autres infos. Donc là, ce que tu nous dis, c'est attention, c'est pas si simple, quoi. Alors, le cas de Google est un bon exemple. Et le cas de Google, dans son inscription dans ce qu'on appelle le Transparency and Consent Framework géré par l'IAB Europe, est un excellent exemple, puisqu'il a détaillé un certain nombre de traitements et il nous a donné sa base légale. C'est également des informations qu'on trouve sur la page de vie privée de Google, par exemple. Il nous dit, pour les cookies, j'ai besoin d'un consentement. Pour la publicité ciblée, j'ai besoin d'un consentement. Mais pour la publicité tout court, je vais traiter des données personnelles comme l'adresse IP, par exemple. Donc, j'ai bien une base légale de traitement, mais cette base légale de traitement est l'intérêt légitime. Dans le Transparency and Consent Framework, le TCF, ce que je viens de décrire est transcrit en pure pause, en finalité. La 1, c'est les cookies. La 3 et la 4, c'est la collecte de données et l'utilisation de données pour la personnalisation publicitaire. Ces 3 finalités sont bien basées dans le Transparency and Consent Framework sur le consentement. Mais la deuxième, qui s'appelle Basic Ads en anglais, ou publicité, certains disent contextuelle, d'autres disent standard, elle est basée sur l'intérêt légitime. Donc, s'il y a un traitement de données personnelles, il faut une base légale. Souvent, c'est le consentement, mais aussi parfois, c'est l'intérêt légitime. Dans le cas présent, pour les activités publicitaires de Google, quand l'adresse IP est traitée, c'est sur la base d'un intérêt légitime. Encore une fois, même traité simplement pour être anonymisé, par exemple. S'il n'y a pas de données personnelles directement ou indirectement identifiantes qui sont transmises, alors peut-être qu'on n'est tout simplement pas face à un traitement de données personnelles, il n'y a pas besoin de base légale.
D'accord. Alors, il y a aussi ce que tu évoquais tout à l'heure pour la partie Google Ads cette fois-ci, où Google nous propose d'utiliser le GC Lead, le Google Click ID, qui est un identifiant unique qui est passé en paramètre avec la publicité, pour justement suivre les conversions. Donc là, d'après ce que tu disais tout à l'heure, quand on passe des paramètres en URL, là, on est raccord. Ça, c'est quelque chose qui nécessite pas de consentement. J'ai pas dit exactement ça. Ah, alors vas-y. J'ai dit que effectivement, il était possible d'envisager que quand on passe uniquement des paramètres de page en page de type gClickID qui ne comportent pas d'identifiant utilisateur ni de données personnelles, on peut être face à un traitement qui n'implique pas de traitement de données personnelles et donc hors du scope RGPD. Encore faut-il s'en assurer. Donc là, charge à vous, bien sûr, de vérifier avec votre partenaire qu'il n'y a pas de traitement de données personnelles effectué. S'il y en a, il faut une base légale. S'il n'y en a pas, c'est tout bon. Alors, quand tu parles de base légale, Disons qu'il n'y en a pas. Disons qu'il n'y en a pas. C'est simplement une base légale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un consentement, un contrat, le contrat, pardon, ou l'intérêt légitime. Mais si vous voulez transcrire différemment, cette question de base légale, c'est simplement qu'il y a un préalable d'information nécessaire qui va être mis en œuvre justement dans la CMP. C'est des obligations de transparence. Qui dit base légale dit souvent explication des traitements à l'utilisateur et on lui offre la possibilité de faire un choix face à ce traitement. Soit de dire oui quand ce choix nécessite un oui, soit de dire stop quand le choix est basé sur l'intérêt légitime. D'accord? Donc, effectivement, on peut imaginer des modèles où un gClick ID est transmis de page en page dans l'URL en tant que paramètre, qui pourrait être un modèle sans traitement de données personnelles, donc sans nécessité de base légale. Mais ça ne permet de faire de la mesure de l'attribution que dans la session. C'est-à-dire que si on veut pouvoir mesurer une vente réalisée quelques jours après, quand l'utilisateur revient, par exemple, c'est plus une mécanique qui fonctionne. Il faut y greffer une mémorisation quelque part, soit en stockant ce gClick ID dans le terminal, donc dans un cookie, il faut un consentement, soit en mémorisant un identifiant, server-side, donc on parle de plus en plus de server-side, mais dans ces cas-là, en général, il faut une donnée identifiante et c'est généralement l'adresse IP qui est utilisée quand ce n'est pas un traitement basé sur le consentement. Voilà. Ok. Voilà, ouais. Ça fait le lien avec la question comment aider les algorithmes de Google Ads, entre autres, puisque c'est un de nos sujets favoris, à mieux exploiter les infos malgré leur déperdition. Donc, il y a cette affaire de passer en paramètres d'URL des informations. Il y a un certain nombre d'informations Donc, c'est ce que Google d'ailleurs appelle le consent mode. Je crois que Sordata prévoit un fonctionnement pour que Google reçoive les infos qu'il demande. Donc, on a évoqué quelques infos sur Analytics, dont l'IP, le référent et compagnie. Le GC Lead, donc ça passe plus en paramètres. Alors, il y a aussi une autre proposition de Google qui est ce que Google appelle les conversions améliorées, Enhanced Conversion, où Google nous dit, bon, pour nous aider à mieux identifier les visiteurs, au moment de l'achat, transmettez-nous l'email, puisque la personne va donner son mail, éventuellement son adresse, etc. Mais Google, on le sait, avec un email, peut arriver à matcher, à identifier la personne, souvent à peu près une fois sur deux. Donc l'idée, c'est de renvoyer ça à Google pour qu'on ait une chance de plus d'identifier la personne, que Google sache qu'elle avait bien cliqué sur une pub avant, etc. Alors ça, selon toi, quelle est justement la base légale qu'il faudrait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre sans danger? Clairement pas, clairement pas. On peut le mettre en œuvre sans danger, non. Il faut le faire consciencieusement et de manière correcte. Il faut se souvenir que de plus en plus d'acteurs, justement, parlent de cette adresse email comme d'une clé identifiante transmise pour des activités publicitaires, justement parce qu'on parle de plus en plus de la disparition du cookie tiers. Donc, ça fait partie des alternatives. Ce qu'on appelle l'identity fait partie des alternatives au cookie tiers. Et eh bien, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir que, d'une part, ça a l'air d'être une donnée directement identifiante, une adresse email. Oui, là, c'est clair. Donc, c'est soumis au RGPD. Souvenez-vous de la logique tout à l'heure. Et d'autre part, pour connaître l'adresse email de l'utilisateur, il faut qu'à un moment, il s'enregistre ou il se logue et qu'on se souvienne que c'est cet utilisateur. Donc, pour ça, on va utiliser un cookie. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a qu'une. Soit un cookie, soit un local storage, mais en tout cas, on va utiliser un accès à son terminal
en général basé sur de la first party, donc un cookie first party, pour se souvenir de l'adresse email de la personne qui s'est loguée. C'est tout à fait légitime dans le cadre d'une activité marchande, par exemple. La personne se logue, on se souvient de son ID, on se souvient de son email de page en page grâce à un petit cookie. Ça peut être strictement nécessaire dans le cadre du panier, par exemple, ou ça peut correspondre à un traitement basé sur le contrat. C'est ce que je disais tout à l'heure pour RGPD. Donc, pas de souci. Traitement basé sur le contrat et cookies strictement nécessaires, pas besoin de consentement, on peut y aller. Mais si vous utilisez ce cookie qui est strictement nécessaire pour votre traitement de panier de commande, pour autre chose, et en particulier pour une finalité publicitaire, là, il n'y a plus d'exemption, il y a ni exemption qui tienne, ni cookie strictement nécessaire. Ce cookie, quand il est utilisé pour retrouver l'adresse email de la personne, pour pouvoir la pousser à un partenaire, pour faire de l'attribution de la mesure, voire du reciblage, faut un consentement. Il n'y a pas à réfléchir une seconde, il faut un consentement. C'est une finalité publicitaire, c'est un accès au terminal, il n'y a pas d'exemption qui tienne. C'est assez limpide. Donc, il faut non seulement un consentement pour l'adresse email, et en plus, en général, une base légale derrière, donc pour le traitement, qui va aussi être le consentement, puisque là, on ne parle plus du contrat, bien sûr. Voilà. Il faut savoir que souvent, c'est des méthodes qui sont utilisées par des opérateurs de la pub. Je ne parle pas nécessairement de Google, mais il y a beaucoup d'opérateurs publicitaires qui vont le faire parce que la responsabilité porte plus sur le propriétaire du site, vu que c'est son cookie first party et c'est lui qui y accède pour après pousser l'information. Alors que si cette même information était stockée dans le cookie du domaine tiers, la responsabilité serait beaucoup plus portée sur ce tiers. Donc, méfiez-vous en tant qu'opérateur de site. Les promesses trop belles cachent parfois des choses importantes. Donc, vous avez besoin d'une adresse email qui va être stockée dans votre cookie pour la pousser à un partenaire qui va s'en servir pour des opérations publicitaires. Il faut un consentement. J'ai envie de vous dire que dans ce modèle-là, remplacer un cookie pour lequel on n'a pas de consentement par une adresse email pour laquelle on n'aura pas non plus de consentement, puisqu'en général, l'utilisateur dit oui ou non à tout, représente peu d'intérêt. Donc, il vaut mieux continuer d'investir sur, effectivement, alors, ce consent mode dont tu parlais, chez Google, par exemple, enfin, chez Google, en l'occurrence, le consent mode très simple, où, grosso modo, la CMP va émettre des signaux. En fonction de ces signaux, Google saura si effectivement l'utilisateur a donné son consentement ou pas pour des cookies publicitaires, pour des cookies de mesure d'audience, par exemple. Il y en a d'autres, mais c'est les plus importants. S'il y a un consentement, Google va recourir à des cookies. Et là, la traçabilité sera bonne. S'il n'y a pas de consentement, Google va envoyer ce qu'ils appellent des pings sans consentement, donc va remonter de l'information vers ses serveurs, mais sans utiliser de cookies. D'accord? Donc, ces informations, on sait, par exemple, dans le cadre de l'inscription dans le Transparency Consent Framework, qu'effectivement, quand il y a des données personnelles traitées, dont l'adresse IP, elle repose sur un intérêt légitime. Donc, quand c'est dans le TCF, c'est très facile à mettre en œuvre. Si vous utilisez une CMP qui n'est pas compatible TCF, n'oubliez pas d'aller lire la page de vie privée de Google pour vérifier que les traitements en question sont basés sur l'intérêt légitime, parce que vous devez expliquer que ces traitements sont basés dans l'intérêt légitime dans votre CMP. Eh bien, là, les signaux vont permettre à Google donc de recueillir de l'information sans cookies, avec ou sans données personnelles, peu importe, j'ai envie de dire, qui vont leur permettre de faire de la modélisation. Donc, grosso modo, pour faire simple, dans à peu près 70% des cas, l'utilisateur dit oui. Là, c'est facile, la traçabilité est parfaite grâce aux cookies. Vous aurez des stats fiables en termes d'attribution et des stats fiables en termes de mesure d'audience. Donc, grosso modo, dans Google Ads, conversion, et dans Analytics pour votre trafic, pour votre mesure d'audience, pour votre trafic. Sans consentement, automatiquement, Google va quand même collecter de l'information qui va permettre de faire de la modélisation. Ils vont se servir de ce qu'ils observent quand il y a un cookie pour essayer de deviner ce qu'ils n'observent plus quand il n'y a pas de cookie grâce aux informations qu'ils reçoivent quand même. C'est de la modélisation. Et donc, ils vont pouvoir virtuellement boucher les trous. Aujourd'hui, c'est déployé depuis avril 2021 pour la partie attribution, Google Ads. Donc, quand vous faites des campagnes de pub, si vous avez une CMP sur le site et qu'elle vous permet de mettre en œuvre le Google Consent Mode,
vous avez dans vos statistiques d'attribution, donc d'efficacité de campagne publicitaire, des stats avérées basées sur les cookies, complétées par des stats modélisées quand il n'y a pas de consentement. Ces stats modélisées couvrent la quasi-totalité des ventes perdues en raison du non-consentement. Pas tout, mais une grosse partie. La mécanique équivalente chez Google Analytics existe, c'est-à-dire que avec consentement, il y a des stats qui apparaissent, notamment, vous savez, les stats en temps réel, etc. Et sans consentement, Google va faire de la modélisation pour essayer de boucher les trous. À notre connaissance aujourd'hui, Google n'a pas encore confirmé que de date à laquelle les statistiques affichées dans Google Analytics tiendront compte de ces pings sans consentement. Ou si vous préférez, c'est pas parce que vous activez le consent mode que vous avez les stats qui sont corrigés dans Analytics. Malheureusement, en général, effectivement, on voit un drop, dès qu'on active le consent mode, on voit un drop de Analytics, à peu près 30% du trafic qui disparaît. C'est tout à fait normal. On attend, malheureusement, il n'y a pas de date officielle à laquelle Google pourra bien réafficher des stats corrigées grâce à ce consent mode. Ok, super. Bah, écoute, c'est parfait. Tu as suivi spontanément la ligne directrice des questions que je vais te poser, en terminant par l'extrapolation des datas par l'IA de Google. Donc, c'est super. Écoute, merci beaucoup. On arrive au bout de l'heure. Je vais peut-être regarder rapidement si on a quelques questions d'internautes avant de nous quitter. Alors, j'en vois une de Anthony. Envoyer des données vers Analytics, transactions par exemple, de serveur à serveur sans cookie, ne contenant que le total, donc je pense que c'est le total de l'achat, est-il légal dans ce cas? Et il y a une question aussi sur le numéro de commande. Est-ce que c'est une donnée personnelle, un numéro de commande? Et si c'est anonymisé, est-ce qu'on peut autoriser son utilisation, quoi, finalement? Alors, le serveur to serveur, quand on dit sans cookie, la question c'est est-il véritablement son cookie? Si c'est serveur to serveur, mais qui fait suite à la récupération d'une information dans un cookie first party, et cette information va être poussée en serveur to serveur, il y a quand même des cookies. Là, je comprends dans la question qu'il n'y a pas d'utilisation d'un cookie au préalable. Super, donc on est dans un cas serveur to serveur, il n'y a pas d'accès au terminal, donc pas besoin d'un consentement pour les cookies. Deuxième question, s'agit-il d'un traitement soumis au RGPD, ou autrement dit, y a-t-il un traitement de données personnelles? Alors là, il y a des choses qui sont assez simples à comprendre. Si effectivement, on ne parle que du montant total, vraisemblablement, nous ne serons pas face à une donnée personnelle. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? La définition d'une donnée personnelle, c'est une information qui me permettra, avec différents moyens, de remonter à l'identité d'un individu. Donc, le montant d'une commande, il est très probable qu'il y ait plusieurs montants de commandes équivalents pour différents utilisateurs. Donc, ce sera probablement pas identifiant. Un numéro de commande, en revanche, pourrait être considéré comme une donnée identifiante, puisqu'il est unique. Et à partir du numéro de commande, si de manière légale ou non légale, c'est-à-dire si je m'introduis dans le système du marchand avec ce numéro de commande et que je pirate sa base de données, je pourrais retrouver l'identité de la personne. Ou si, par exemple, je dépose plainte, enfin, il y a plusieurs modèles. En tout cas, il est possible de remonter à l'identité de la personne. Donc, ça pourrait être considéré comme une donnée identifiante. Il n'y a pas encore de jurisprudence là-dessus, mais c'est ce qui s'est passé avec l'adresse IP. L'adresse IP est une donnée personnelle parce que, rappelez-vous, simplement, si quelqu'un pirate le FAI, il peut retrouver l'identité de la personne derrière l'adresse IP. Donc, c'est pas donné quand même de pirater Orange pour savoir qui est derrière l'IP. Donc, ce serait la même logique avec le numéro de commande. Si le numéro de commande est anonymisé, tout dépend de la façon dont c'est anonymisé. Déjà, il faut que ce soit fait en amont de l'appel serveur to serveur. Il ne faut pas que cette anonymisation ait lieu chez le partenaire, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'anonymisation, la destruction, la suppression, tout ça, c'est des traitements de données personnelles. Donc, si c'est réalisé chez le partenaire, c'est un traitement de données personnelles. Il faut une base légale pour ce partenaire. En revanche, si c'est fait chez vous, ça peut changer la donne. Voilà. Ok, super. Et peut-être une dernière question, je vois, qui a été plébiscitée plusieurs fois. Donc, c'est un petit peu la question de tout à l'heure sur l'API Facebook. Si l'internaute refuse le consentement, comment paramétrer l'API Facebook pour remonter uniquement les conversions et respecter les recos CNIL? L'API Facebook, là, c'est encore un cas particulier puisqu'on est plutôt sur du mobile, c'est du serveur to serveur, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait.
Donc là, et je vois aussi idem pour Analytics 4, hein, donc c'est un Ouais. peu ce que je disais tout à l'heure. Mhm. Il faut que vous déterminiez s'il y a des données personnelles ou non, donc directement ou indirectement identifiantes. La plupart du temps, oui, chez ces partenaires. Donc il faut une base légale. Donc là, il faudra que vous conditionniez l'appel API de Facebook avec un signal émis par la CMP, soit un signal de consentement si vous estimez que le consentement est nécessaire, soit un signal d'intérêt légitime et d'opposition éventuelle à l'intérêt légitime. Hein, donc, ça, c'est des choses, je vous inviterai peut-être à regarder la documentation de la CMP Serdata. Vous verrez comment conditionner des flux. Donc, la question, c'est toujours la même. Hein, y a-t-il un traitement de données personnelles ou non, en dehors de ces cookies, puisqu'on est en serveur-to-serveur? S'il y a un traitement de données personnelles, il faut une base légale. S'il y a une base légale, il faut la mettre en œuvre, il faut donner la possibilité à l'utilisateur de faire un choix et il faut tenir compte de ce choix. S'il n'y a pas de traitement de données personnelles, c'est plus simple, puisqu'effectivement, il n'y a pas nécessairement d'informations à donner et il n'y a pas nécessairement de choix à prendre en compte. Ok, parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Benoît. C'était super intéressant et super riche, hein. C'est un sujet incroyablement complexe finalement au niveau légal. D'ailleurs, je crois que tu m'avais dit aussi que la CNIL d'ailleurs fait des recommandations, mais son moyen d'action, c'est plus le contrôle des registres après coup. Donc là aussi, il y a encore une nuance entre ce qui est légal, ce qui est recommandé. Mais ce serait un sujet trop long, je pense, pour aujourd'hui. Donc, je te propose qu'on en reste là. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que vous y avez trouvé un certain nombre de réponses aux questions que vous posiez. Jean-Charles, je vois juste une question qui peut-être va avoir son importance. Ouais. GTM doit-il lui-même être Mm. conditionné ou seulement les tags qui sont présents dedans? GTM n'utilise pas de cookies, donc il n'y a pas besoin de le conditionner au titre de l'article 82 informatique et liberté. Hein, donc c'est important, mais effectivement, la CMP de Serdata, par exemple, va pousser dans GTM des signaux, et grâce à ces signaux, vous allez pouvoir conditionner les tags qui sont dedans. Ok, parfait. Bah, écoute, c'est top. Nickel. Eh bien, encore merci, hein, Benoît, pour toutes ces informations. Au plaisir de te reparler une prochaine fois. Merci à toi, oui, et merci à vous tous de nous avoir écoutés si longuement. Merci à tous et à très bientôt. Bonne journée.